téléphone aussi? Oui, exactement. Très bien, très bien. Donc, on commence. Bonsoir à tous. Je suis contente de vous avoir ce soir. Donc, je suis ravie d'échanger avec vous par rapport à ce sujet qui me tient à cœur, qui est le management par l'innovation. Et vous allez voir avec moi que c'est un sujet qui est très intéressant. Et aujourd'hui, on ne peut plus concevoir des entreprises qui n'innovent pas. Parce que l'innovation a commencé non seulement à aiguiller les stratégies d'entreprise, mais ça a commencé à aiguiller le monde économique dans lequel nous vivons. Et donc, d'un point de vue sommaire, donc, je vais commencer par un petit partage d'expérience, justement, mon expérience professionnelle et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'enseigne de l'innovation. Donc, par la suite, c'est pourquoi l'innovation et je vais lancer quelques petits fondamentaux sur l'innovation. Donc, pour mon partage d'expérience, j'ai un parcours quelque peu atypique. Pourquoi? Parce que j'ai commencé dans l'entreprise et aujourd'hui, je suis professeure à l'ISCAE. Donc, j'ai un statut de professeur permanente. Ça veut dire que mon travail est principalement au groupe ISCAE. Donc, j'ai commencé à travailler chez Procter Gamble. Je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise, mais sûrement vous connaissez beaucoup de ses produits. Donc, Tide, Ariel, Monsieur Propre, Hatché, Pampers, Always, tout ça font partie de cette entreprise Procter Gamble. Donc, quand j'ai intégré cette entreprise, qui est une multinationale américaine, je me suis rendu compte à quel point l'innovation était importante dans la stratégie de cette entreprise, puisque chaque mois, nous avons de nouveaux produits qui sont lancés, de nouvelles variantes, des produits qui sont améliorés, et à chaque mois, il faut créer toute une stratégie de communication pour parler de ces innovations et pour maintenir justement un certain seuil de rentabilité au sein du marché. Donc, j'ai travaillé 2 années à Procter. Après, j'ai travaillé sur Nokia. Et je peux vous dire que j'ai travaillé sur Nokia le temps où Nokia était le numéro 1 au monde. Justement, qu'est-ce qui s'est passé pour Nokia? C'est que Nokia a investi dans des innovations qui étaient très intéressantes. Les N-Series, les E-Series, en fait, des gammes de produits qui sont très élaborées et particulièrement techniques que malheureusement le client n'a pas été très friand. Dans le temps quand Nokia était le numéro 1 au monde, on se disait attention, les clients sont en train de partir. Nokia se disait non, finalement je suis Nokia. Et donc il y avait une certaine confiance qui s'est installée, qui a créé en quelque sorte le point de départ de la décadence de la marque. Nokia s'est dit, je vais innover et je vais faire les meilleures innovations techniques possibles. Elle a lancé des téléphones qui sont super sophistiqués, des N-Series qui, en les changeant, deviennent des caméras. C'était des téléphones excellents, mais ce n'était pas ce qui est demandé par le client. Et donc, finalement, ce que Samsung ou iPhone ont fait de plus que Nokia, c'est la simplicité. La caractéristique principale qui a, qui a fait que les consommateurs aiment ces produits-là était l'écran tactile ou la touchscreen. Aussi, dans le temps où les constructeurs téléphoniques ils partaient vers des plateformes comme Android, etc., Nokia s'est dit, je vais toujours créer ma propre plateforme parce que je suis Nokia. Elle a créé la Symbian qui n'a pas fait long feu et malheureusement, le marché de la téléphonie de Nokia a décliné suite à des innovations qui n'étaient pas adaptées par rapport au marché. Donc, j'ai passé à peu près 1 année à travailler sur Nokia. Heureusement, j'avais quitté Nokia alors qu'ils étaient toujours très bien positionnés. J'ai travaillé chez Meditel. En fait, en 2007, on m'avait appelé. Ils avaient reçu mon CV 1 année avant pour me dire, on a un poste qui pourrait vous intéresser. Et quand je suis partie pour parler à propos du poste, c'était un poste sur une technologie apparemment qui était nouvelle. Donc, vous imaginez avec moi qu'en 2007, c'était le lancement de la 3G mobile. Donc, la 3G, une technologie non connue par pratiquement tous les Marocains, qui se développe à l'international et qui prend de l'ampleur. Meditel, elle était devant une grosse barrière qui était la DSL à 100% de Maroc Télécom. Et donc, avec toutes les réunions de dégroupage, de possibilités de prendre une partie de réseau,
Meditel s'est rendu compte que ce n'était tout simplement pas possible parce que c'est normal, Maroc Télécom ne donnera pas à Meditel une épée pour pouvoir lui prendre une part de marché. Et donc, on se lance sur la 3G mobile en 2007. Donc, j'ai intégré Meditel en 2007. On a commencé par une stratégie, j'étais dans le service à valeur ajoutée, ce qu'on appelle la BUSVA. En fait, ce service-là, son objectif principal, c'est de lancer des innovations nouvelles sur le marché qui puissent prendre de la valeur versus la téléphonie. Parce que le marché de la téléphonie à terme était un marché qui était appelé à régresser puisque le téléphone, il est de plus en plus gratuit, il est de plus en plus accessible, la minute est de moins en moins chère. Et donc, c'est un marché appelé à être régressé. On essaye de développer des services à valeur ajoutée, c'est-à-dire des alternatives qui puissent se relancer sur le marché de la télé, le marché des télécoms. Et donc, j'ai travaillé sur la 3G. Je ne vous cache pas que la stratégie de lancement de cette innovation, qui dans le temps, elle était inédite, c'était une stratégie d'écrémage. C'est quoi une stratégie d'écrémage? Cela veut dire que on allait lancer à un prix qui était relativement élevé. Ça allait permettre de toucher, certes, une population réduite, mais qui allait payer cher. Et donc, cette stratégie, au départ, c'était à peu près à 649 dirhams par mois. On a claimé la mobilité, mais elle n'était pas comprise par tout le monde parce que c'était juste inconcevable de dire à quelqu'un, regardez cette clé, c'est de l'Internet qui peut être mobile et circuler partout avec vous. Vous imaginez qu'avant cette date, et d'ailleurs les jeunes d'aujourd'hui n'arrivent même pas à l'imaginer, l'Internet était l'ADSL, c'était fixe, dans un poste fixe. Et il y avait même un business qui était très florissant dans le temps, qui était le business des cybercafés, où on pouvait se permettre de louer des heures de connexion. Et donc, le lancement de la 3G au Maroc, d'abord d'un point de vue communication, il fallait faire comprendre aux clients. Et c'est pour ça que les publicités de départ étaient des publicités didactiques. C'est-à-dire, vous lui montrez la clé, vous la mettez, vous la pluguez et vous lui montrez à quelle vitesse la clé arrive à se connecter sur l'Internet. Et donc, au départ, on était plutôt dans la communication didactique qui, petit à petit, a évolué vers une communication qui portait plus sur l'acquisition de parts de marché ou agrandir la part de marché à travers des réductions de prix, des nouveaux lancements qui sont de plus en plus accessibles. Donc, j'ai travaillé 8 ans chez Orange, chez Meditel, qui est devenu bien évidemment Orange. Et ma dernière casquette était une casquette experte innovation chez Orange. Donc, après 12 ans d'entreprise, et surtout des entreprises non des moindres, où j'avais un rythme qui était assez effréné, je me suis rendu compte que, en fait, c'est très bien, mais j'avais toujours un projet en tête et d'ailleurs qui m'a toujours poursuivi en parallèle, c'était de faire mon doctorat et de merger vers l'enseignement. Et en 2016, j'ai eu mon doctorat en stratégie d'innovation et j'ai intégré, après beaucoup d'essais dans plusieurs établissements publics, j'ai pu intégrer l'ISCAE en tant que professeur permanent. Donc aujourd'hui, au niveau de l'ISCAE, j'enseigne des matières comme le management de l'innovation. J'ai trouvé une matière qui est très sympathique, qui va avec l'innovation, c'est l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est ma vocation de pouvoir trouver des idées et pousser les jeunes à lancer leur entreprise, les jeunes d'esprit, les jeunes et moins jeunes, les pousser à lancer leur entreprise et pourquoi pas à devenir des entreprises, des entreprises aujourd'hui qu'on appelle des licornes, c'est-à-dire des entreprises qui prennent de la valeur à l'international et qui arrivent à lever des fonds à l'international. J'enseigne aussi une matière qui pour moi elle est complémentaire, c'est la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Dans quelle mesure? Dans la mesure que aujourd'hui, certes, il faut faire de l'innovation, il faut créer de la valeur ajoutée, mais toujours dans le respect de certaines valeurs, que ce soit des valeurs au niveau du marché, au niveau de l'environnement, au niveau de la relation avec ses clients, la relation avec ses fournisseurs. La RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, devient prépondérante dans la gestion économique d'une entreprise. Donc voilà par rapport à mon partage d'expérience. Donc aujourd'hui, j'ai pratiquement
2004, bon, ça me fait vieillir. C'est pratiquement 17 ans sur le terrain. 17 ans ou 12 ans, j'étais dans les entreprises. Et aujourd'hui, je raconte à mes étudiants ce que j'ai pu vivre réellement. En fait, peut-être que la plus-value ou la petite plus-value que j'ai pu avoir à travers mes différentes expériences, c'est que finalement, quand je parle à mes étudiants, je leur parle en leur racontant ce que j'ai pu réellement vivre au sein de l'entreprise. Quand j'essaye de travailler sur des théories, même des théories d'organisation, mes exemples sont des exemples d'un vécu. Et je pense que c'est très important. Ça pousse à mieux, en donnant des exemples avec des détails, ça pousse à mieux mémoriser, à mieux comprendre justement différentes matières, quand bien même elles sont assez techniques. Donc, je vais commencer par une petite image, une image de Facebook et de Mark Zuckerberg. Donc, Facebook, créé en février 2004. Donc, vous allez me dire qu'aujourd'hui, c'est l'entreprise référence de la génération Z, c'est-à-dire la génération qui sont nées dans les années, dans plutôt la fin des années 90. Donc, aujourd'hui, c'est un effectif de 44 992 employés et un chiffre d'affaires de 70 697 milliards de dollars. Donc, Facebook a racheté WhatsApp en 2014 et Facebook et WhatsApp, qui est aujourd'hui une partie de Facebook, et Facebook aujourd'hui fait partie de ce qu'on appelle les licornes. D'abord, c'est quoi une licorne? Une licorne, c'est une entreprise, une start-up qui a commencé dans les années 2000 et qui est devenue à très forte valorisation financière. Et donc, quand on parle de licorne, on interpelle automatiquement des entreprises comme Google, Apple, Facebook, Amazon, Airbnb, Uber. Ce sont des licornes qui se lancent sur le marché sous un business model qui est nouveau, un comportement social qui est nouveau et qui arrive à avoir une grosse part de marché. Rien qu'en étant sur WhatsApp, regardez un petit comparatif qui a été fait par un chercheur. Entre WhatsApp, qui était à 55 salariés quand elle a été acquise par Facebook, avec 4 ans d'existence, elle était valorisée à 19 milliards de dollars. Si vous la comparez à Peugeot, qui est une entreprise industrielle avec 100 000 salariés, avec plus de 100 000 salariés et plus d'un siècle d'existence, Peugeot est à 12 milliards de dollars. Et donc là, cette image anecdotique nous interpelle parce qu'on se dit finalement, où est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut concevoir que la valeur ajoutée, elle existe toujours dans les entreprises industrielles? Ben, figurez-vous que la valeur ajoutée aujourd'hui, elle existe dans l'innovation et que les entreprises industrielles, il est plus intéressant de sous-traiter des parties d'activité et de travailler plutôt sur la partie innovante pour ces entreprises. Aujourd'hui, le quotient intellectuel, il a commencé à avoir plus de valeur économique. Quand bien même, quand vous voyez par exemple le Bitcoin, qui est la nouvelle monnaie, la crypto-monnaie, ce Bitcoin-là n'a pas un basique qui est un basique d'or ou d'équivalent en dollars, et pourtant, il est en train de prendre beaucoup de valeur. Et on dit qu'il se peut que le Bitcoin arrive demain à 150 000 de dollars et qu'il puisse même remplacer tout l'argent traditionnel que nous connaissons. Ça m'interpelle parce qu'en discutant autour, il y avait même, en fait, un siècle avant, on se disait que l'argent qui est en papier allait remplacer l'or, qui était plutôt de l'or. Et il y avait beaucoup de réticence au changement par rapport à ce remplacement. Et pourtant, aujourd'hui, on est en train de s'échanger avec des papiers. Parce que dans le temps, on disait, c'est pas possible, il va me donner juste un papier et c'est l'équivalent de l'or. Ben, aujourd'hui, peut-être que la crypto-monnaie sera même pas un papier, elle sera virtuelle. Et donc, Facebook, pour revenir à Facebook, c'est une plateforme avec un modèle ergonomique qui est basé sur la publicité. Donc, il ne faut pas se leurrer. La majorité des revenus de Facebook sont basés sur des revenus publicitaires. Et il y avait même le directeur de Publicis qui a dit une fameuse expression, quand vous avez un service qui est gratuit, cela veut dire que le produit, c'est vous.
Donc, il est naïf de croire que l'utilisateur jouirait d'une liberté absolue, une neutralité, etc. Parce que finalement, ces réseaux qu'on appelle des réseaux communautaires, ils nous créent ce qu'on appelle des réseaux personnels. Ça veut dire que je peux taper la même chose sur Google versus une personne qui est à côté de moi. Je vais avoir des publicités différentes en fonction de moi, une interface différente, des réponses différentes. Et donc aujourd'hui, ces gens qu'on est en train de rencontrer sur les réseaux sociaux, nous ne pouvons même pas être sûrs qu'il existe. Donc, des réseaux communautaires qui nous ont créé des communautés virtuelles dont on n'est pas sûr que ces gens existent, ces gens disent la vérité, ces gens sont des personnes qui sont entières, etc. Et donc, Facebook a créé un nouveau business model qui est basé justement sur les données virtuelles et sur un modèle publicitaire. Donc, comme je vous ai dit, Facebook fait partie des GAFAM. Donc, les GAFAM, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Et juste pour vous donner une image, les GAFAM, ils ont pesé plus lourd que le PIB français déjà en 2017. Donc, vous imaginez un pays développé parmi les 10 pays les plus puissants au monde. Et aujourd'hui, des entreprises ensemble pèsent plus que le PIB, tout confondu de ce pays-là. Une autre image, c'est que Airbnb, en 2018, elle a réalisé des revenus sur l'hôtellerie, c'est-à-dire un chiffre d'affaires global qui est supérieur à tout le secteur de l'hôtellerie confondu. Et donc là, ça nous interpelle. Le business model économique, ils sont en train de changer. Quand Uber est venu avec la possibilité de donner de l'ubérisation, ça veut dire un échange de personne à personne, aujourd'hui, les entreprises sont en train d'évoluer aussi pour s'acclimater par rapport à ce nouveau business model. Donc, tout ça, il est basé sur de l'innovation en continu. Juste pour vous donner une idée, le budget de recherche et développement d'Amazon, c'est 18 milliards d'euros par an. Ça veut dire que ces licornes-là, pour qu'ils arrivent à avoir ces positions stratégiques et ces revenus au niveau international, sont des entreprises qui sont tout le temps à la page. Si vous voyez des applications qui se lancent comme Glovo, par exemple, au Maroc, Glovo n'a pas rapporté quelque chose de nouveau. Il a fait juste l'intermédiation entre des restaurateurs et des clients finaux. Un Glovo, il a levé des milliards, des millions d'euros, des milliards en dirhams au niveau international. Et donc, tout ça pour vous dire que le système économique lui-même, il est en train de changer d'acteur. Et qu'aujourd'hui, la digitalisation fait en sorte que ce système change très, très vite et nous sommes en train de vivre ce changement. Maintenant, si vous dites GAFA, quels sont les équivalents asiatiques? Juste pour vous donner une image, au début des années 2000, quand les GAFA se développaient et qu'ils naissaient et qu'ils prenaient de la valeur, du côté asiatique, on a essayé de stopper cette intégration des GAFA au niveau de l'Asie. Et là, on s'est dit, ils ont essuyé beaucoup de critiques pour dire que l'Asie n'accepte pas la mondialisation, que l'Internet, il est un facteur prépondérant pour l'échange à l'international. Mais en fait, ces remarques qu'ils ont suivies ne sont pas des remarques auxquelles ils s'attendaient pas. Parce que eux, s'ils ont fermé cette possibilité, c'est qu'ils voulaient développer leur propre GAFA. Et d'ailleurs, ce qui a été fait, parce qu'en Asie, on n'a pas les GAFA, mais on a les BATX. B pour Baidu, qui est l'équivalent du moteur de recherche Google, Tencent Tencent pour Facebook, Alibaba pour Amazon et Xiaomi pour Apple. Donc, tout ça pour vous dire que les GAFA, ils dominent l'Internet chinois. Aujourd'hui, si vous parlez à un Chinois pour lui dire on se voit sur Facebook, on s'envoie, on s'échange notre Facebook, il va pas comprendre parce que pour eux, Facebook, c'est Tencent. Ils ont proposé leur propre licorne. Et leur propre licorne leur a permis aussi d'avoir une souveraineté par rapport aux informations. Parce que si vous arrivez à avoir les informations de population entière, cela veut dire que vous avez un pouvoir, que cette information, vous pouvez la vendre
alors que les BATX ont essayé de cerner l'information de leurs citoyens. Donc, juste pour vous donner une idée par rapport aux stratégies de BATX, Alibaba, avec son fondateur Jack Ma, il avait donné une phrase très célèbre. Il avait dit « Je préfère être un crocodile dans le tsang plutôt que d'être avalé par un requin. Je préfère être un crocodile dans le tsang plutôt que d'être avalé par un requin. » Cela veut dire que le tsang est un fleuve chinois qu'il connaît, qu'il maîtrise. Et donc, être un crocodile dans le tsang, c'est être dans son propre marché et pouvoir le maîtriser vu le fait de le connaître. Plutôt que d'être avalé par un requin, parce que dans le temps, il n'était pas très grand, et donc être avalé par Amazon ou par être avalé par Amazon n'était pas concevable pour Jack Ma pour son entreprise Alibaba. Bien évidemment, si on voit Xiaomi aujourd'hui avec le développement de la 5G pour Huawei, avec Xiaomi qui commence à avoir des téléphones qui sont très performants, alors qu'au départ, il était plutôt sur des téléphones qui étaient incomparables par rapport à l'iPhone. Donc, on se rend compte que les BATX constituent un pôle asiatique qui est très important et qui est favorisé aussi par la population qui est assez dense. Et donc, le fait d'avoir une population dense va faire qu'on va avoir beaucoup de clients de façon naturelle. Si on essaye de voir le top 20 2018-2019 des entreprises start-up qui sont évaluées aujourd'hui, qui sont valorisées aujourd'hui à des milliards de dollars, nous allons nous rendre compte que majoritairement ces entreprises sont soit chinoises, soit américaines, avec 2 ou 3 que j'ai perçus pour l'Inde, qui est un pays assez développé en termes de technique et de technologie. Donc, ANT Financial, Uber, Xiaomi, vous voyez Xiaomi, c'est une entreprise qui a dépassé en termes de valorisation financière Apple. Donc, il y a aussi Airbnb qui est dans le secteur de l'hôtellerie. Il y a SpaceX avec Elon Musk, donc tout ce qui est voiture Tesla, qui s'est spécialisé justement aujourd'hui dans la conquête de l'espace. Donc, vous remarquez avec moi que la majorité de ces entreprises proviennent soit des États-Unis, soit de la Chine. Et c'est ce qui fait la force de ces pays parce qu'ils arrivent à se positionner sur des secteurs qui sont novateurs, qui sont nouveaux et très, très intéressants. Donc, ces secteurs-là, comme les secteurs, c'est pratiquement partout. Vous savez que Google, il est en train d'acheter une entreprise qui s'appelle il a acheté une entreprise qui s'appelle Oscar Health, qui est une entreprise dans la santé. Demain, on dit que Google, peut-être il va devenir une banque ou une assurance. Et franchement, qu'est-ce qui l'empêcherait de le devenir? Il a les moyens financiers nécessaires, il a les statistiques incroyables parce qu'aujourd'hui, vous savez que quand vous écrivez un texte sur Word et que vous faites corriger, ce n'est que des statistiques. Et donc, il a des statisticiens les meilleurs dans le monde, il a les moyens financiers, il connaît les personnes une à une et donc il peut faire une personnalisation de l'offre et on pourrait même imaginer ce qu'on appelle une assurance à la volée. C'est-à-dire, au lieu d'acheter une année d'assurance, on peut acheter quelques heures si on a une voiture en location, et on peut acheter quelques heures et les régler sur place sur une application. Et donc, tous ces domaines sont évolutifs, qui sont appelés à évoluer. Et justement, nous sommes en train de vivre cette évolution dans les différents domaines de l'économie. Donc, l'innovation, vous voyez avec moi, j'ai fait ce petit chapeau pour vous dire que on se rend pas compte, mais l'innovation, elle est en train d'aiguiller le monde. Aujourd'hui, l'innovation, elle est en train de prendre de la valeur. Les entreprises innovantes sont des entreprises qui ont les plus fortes valorisations boursières. Nous ne trouvons plus des entreprises industrielles qui sont à la tête, mais plutôt des entreprises qui sont innovantes. Une petite caricature pour élucider déjà l'acceptation de l'innovation. Donc, vous voyez avec moi, vous avez 2 bonhommes qui sont en train de faire un travail très, très dur pour transporter des pierres et on se rend compte qu'il y a une personne qui veut leur offrir des roues. Ils lui disent, on est très occupé, non, merci, on ne veut pas de vous. Donc là, cette caricature, elle est assez intéressante parce qu'elle élucide la réticence au changement. Parce que toute innovation
n'est pas une innovation qui est forcément acceptée par tout le monde au départ. Donc, il faut faire beaucoup d'efforts justement pour faire accepter une innovation, même si les gens sont conscients qu'elle peut améliorer leur vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, chacun de nous, il a une petite zone de confort. Et cette zone de confort lui permet d'avoir des habitudes. Et le fait de changer les habitudes fait que les gens ont peur. Ils ont peur que s'ils changent, c'est pas bon, qu'ils doivent investir du temps pour comprendre, que les autres comprendront plus que lui. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui font qu'il y ait cette réticence par rapport au changement. Deuxième image de Thomas Edison, il a dit, I have not failed, but I had just found 10,000 ways that won't work. Ça veut dire, je n'ai jamais été dans l'échec, mais j'ai trouvé 10 000 manières qui n'ont pas marché, qui étaient des échecs. Et donc, juste pour vous dire que ça élucide l'acceptation de l'échec. Ça veut dire quelqu'un qui veut innover et quelqu'un qui, à la base, il est tellement motivé qu'il accepte que des fois, ça ne donne pas de résultat, mais qu'il continue d'essayer jusqu'à ce que l'innovation soit effectivement une innovation majeure. Et là, juste pour vous dire, Thomas Edison, c'est celui qui a travaillé sur la fée-lumière ou l'électricité. Il y a Jim Watson, qui est le fondateur d'IBM, qui a dit « If you want to increase your success rate, you need to double your failure rate ». Ça veut dire, si vous voulez augmenter vos ratios de succès, il faut doubler vos ratios d'erreur. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que quelqu'un qui veut faire de l'innovation, il doit faire beaucoup d'efforts. Et que même s'il y a des erreurs ou il y a des échecs qui sont essuyés, et d'ailleurs, la majorité, même de ceux qui ont lancé des licornes, ont commencé toujours par des échecs qui étaient en fait une première bonne route pour l'innovation. Donc, nous pouvons dire que l'échec est un escalier vers l'innovation parce qu'il permet de continuer à innover pour avoir une innovation qui puisse avoir de la valeur aux yeux du client. Donc, l'innovation est une discipline merveilleuse. C'est une force au pouvoir d'attraction qui est pragmatique et esthétique. Elle déchaîne notre créativité, ça veut dire elle nous pousse à la création, à voir out of the box, à voir quelque chose qui est nouveau, qui est différent. Ouvre nos esprits vers des possibilités inexplorées tout en accélérant la croissance économique et en permettant des avancées dans des domaines différents, que ce soit l'innovation dans la médecine, dans l'éducation, dans le transport, dans l'aéronautique. C'est-à-dire que l'innovation, elle touche tous les domaines d'activité. Nous pouvons dire que c'est une discipline qui est assez transverse et qui est très intéressante pour tous les domaines. Donc, pour l'entreprise, l'innovation, elle offre des opportunités exceptionnelles, mais aussi des défis importants. Pourquoi des défis importants? Parce que l'innovation, elle coûte cher. Et donc, vous imaginez une entreprise industrielle qui veut lancer un nouveau produit, et si ce produit est un flop, tout l'investissement qui est derrière va partir, justement, va être non rentable. Et donc, c'est des défis qui sont très importants et beaucoup de flops ont existé dans l'innovation. Donc, ce qui m'interpelle, j'ai vu cet après-midi avec mes étudiants, c'est BIC qui s'était lancé dans le parfum, un parfum à 10 dirhams et qui était un flop parce que BIC était connu pour être un stylo et non pour être une marque de parfum qui était la marque un parfum. Il se veut surtout être un produit identitaire et important à choisir. Et donc, le fait de le lier à BIC n'a pas donné d'excellents résultats. Et donc, il y a même des entreprises qui, quand ils échouent dans des innovations, ça peut intégrer leur faillite. Ou quand ils n'innovent pas, ils arrivent à être dans la faillite. Je donne un exemple, Kodak. Kodak qui était dans le film analogique, ils ont bien vu le film numérique venir. Mais ils ont essayé, mais ça n'a pas donné de grands résultats. Ils ont fini par disparaître et donner la place au film numérique. Et donc, c'est une innovation qui va décliner pour donner la place à une autre qui va encore arriver à maturité et décliner forcément au bout d'un certain temps si elle n'arrive pas à être revue, à être déployée de façon différente.
pour les autres parties prenantes, l'innovation répond à des problématiques et elle apporte des solutions d'ordre social, économique, pour bien sûr améliorer le niveau de vie de la société. Donc, on essaie d'innover toujours pour mieux répondre aux clients, pour trouver un marché, pour essayer de développer l'activité d'entreprise et qu'elle soit pérenne. Maintenant, parmi les définitions qui ont été données à l'innovation, donc l'innovation est un art qui peut être recherché ou spontané. Pourquoi spontané? Parce que beaucoup d'innovations, Eureka, beaucoup d'innovations ont été trouvées des fois par hasard. Et le terme scientifique, c'est la sérendipité. La sérendipité, c'est l'innovation qui est venue d'un fait spontané. Ça veut dire, on était en train de faire quelque chose et on a découvert une manière de le faire et ça a donné une innovation. Comme elle peut être recherchée. Quand on parle de rechercher, ça veut dire qu'il y a des méthodes aujourd'hui qui peuvent nous permettre d'innover. Et là, je renvoie à la stratégie Océan Bleu, Océan Rouge, je renvoie à la stratégie d'innovation, je renvoie à la stratégie collaborative. Donc, beaucoup de stratégies aujourd'hui permettent de suivre des étapes pour innover. Et donc, quoique l'idée ne vient pas du hasard, ou on n'est pas un génie, mais on peut innover à travers la recherche de l'innovation. La finalité, c'est d'offrir du nouveau au consommateur, que ce soit le consommateur interne à l'entreprise ou le consommateur externe, parce qu'il y a aussi des innovations managériales, il y a des innovations procédurales, il y a des innovations pour faire un travail autrement. Et donc, ça fait aussi partie de l'innovation. Donc, Larousse, il définit l'innovation de 3 points de vue différents. Donc, 3 optiques différentes, mais qui sont quelque peu complémentaires. Nous pouvons dire que l'innovation, c'est l'introduction dans le processus de production et ou de vente d'un produit, d'un équipement ou d'un procédé nouveau. Et donc là, c'est le processus de production qui change, ou le processus de développement d'un service. Et donc, pour le client final, le produit est le même, mais le changement, c'est situé en amont de la proposition du produit final. Ça, c'est un premier point de vue. C'est ce qu'on appelle l'innovation de procédé. L'innovation peut être l'ensemble du processus qui se déroule depuis la naissance d'une idée jusqu'à sa matérialisation ou le lancement d'un produit. Bien sûr, en passant par l'étude de marché, le développement du prototype et les premières étapes de production. Et là, justement, c'est l'innovation par rapport au produit lui-même. On va créer quelque chose de nouveau, novateur, qui va être lancé sur un marché et donc on va faire des études préalables et on va sortir avec le produit ou le service nouveau. Troisième vision ou troisième optique de l'innovation, c'est un processus d'influence qui conduit au changement social. Si je parle de la 3G, certes la 3G est une innovation technologique, mais elle a changé la société. Ça veut dire que le comportement de consommation d'Internet est différent aujourd'hui. Si on parle des réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont eu un impact qui est un changement social, qui est fondamental. Si on essaye de voir la Ford T quand elle a été lancée par Henry Ford qui a appliqué l'organisation scientifique du travail des classiques, nous nous rendons compte qu'au-delà de la voiture lui-même, Henry Ford a vulgarisé l'achat d'une voiture. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec une voiture économique, avec des économies d'échelle qui ont permis à des classes moyennes d'Américains d'avoir une voiture. Et donc, quand on a une voiture, c'est tout le comportement social qui change parce qu'on sort en famille, on fait des excursions, on fait des pique-niques et donc une relance économique à travers l'innovation. Donc, 3 optiques différentes, que ce soit au procédé, que ce soit au produit, que ce soit l'impact de l'innovation qui est le changement social qui va venir après. Maintenant, pourquoi innover? Pourquoi innover? Parce que naturellement, tous les produits et services ont un cycle de vie. Et ce cycle de vie, il est composé de 4 étapes. L'introduction ou le lancement, la croissance qui est la vague portante de l'innovation, la maturité ou encore la 4e qui est le déclin. Quand on a un cycle de vie qui arrive à maturité, on commence à penser comment améliorer le produit. Est-ce qu'on doit lancer une alternative? Est-ce que le produit peut remplacer un autre? Pourquoi? Parce qu'on sait pertinemment que quand on plafonne les ventes,
il y a un problème parce que juste après, il y a le déclin. Et donc, on innove pourquoi? On innove pour rester sur un marché. On innove pour relancer un cycle de vie. Je ne parle pas des cycles de vie où la maturité, elle est infinie. Ça, c'est ce qu'on appelle des cycles de vie mythiques, où justement la maturité, elle tient pendant longtemps. C'est le cas de Coca-Cola avec la version classique. C'est le cas de Nutella. C'est le cas c'est des marques. Et c'est le cas de Nivea. Ça m'intrigue, Nivea. C'est des marques qui ont subsisté à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale et qui sont toujours là aujourd'hui. Et donc là, c'est ce qu'on appelle des cycles de vie à maturité longue. Je parle des cycles de vie de produits ordinaires où justement, juste après la maturité, il y a le déclin. Donc, pourquoi innover? Parce qu'au moment de la maturité, c'est un moment de vérité où soit on va relancer le cycle du produit à travers l'innovation, soit malencontreusement, il va partir vers le déclin. Et donc, c'est très, très intéressant de rester toujours innovant par rapport au produit. Maintenant, quels sont les types d'innovation? Parce que c'est très grand. Je peux dire, je crée un produit, c'est une innovation. Je peux dire, j'améliore le procédé, c'est une innovation. Je peux dire, je fais autrement écrire avec le produit, c'est une innovation. Et donc, l'innovation a différentes typologies. On parle de l'innovation produit quand il est incorporé dans la production finale de l'organisation. Par exemple, le développement des réseaux troisième génération, quatrième génération, etc. Les innovations procédées, c'est les innovations dans la manière, la façon dont les activités sont gérées. C'est souvent orienté vers l'amélioration et l'efficacité de la production. Par exemple, augmenter les quantités produites en un temps donné en faisant des économies d'échelle, de nouveaux partenariats à l'international, etc. Et donc là, l'innovation produit, c'est justement qui va s'intégrer dans le produit et l'innovation procédé qui va être plutôt dans le procédé pour la production du produit. Une autre typologie de l'innovation très intéressante, c'est l'innovation radicale ou ce qu'on appelle l'innovation disruptive et l'innovation incrémentale ou ce qu'on appelle une innovation qui améliore les compétences. Quand je parle du passage de la disquette vers le CD, vers la clé USB, ça c'est ce qu'on appelle une innovation radicale. Ça veut dire qu'il y a une innovation qui vient remplacer une autre, qui vient piétiner sa part de marché pour le prendre. Et d'ailleurs, l'innovation radicale renvoie justement à la théorie qui a été développée par Joseph Alois Schumpeter. Il a parlé de la destruction créatrice. Ça veut dire quelque chose qui va se détruire pour donner naissance à une autre innovation. Et ça, c'est ce qu'on appelle une innovation radicale. L'apparition de l'imprimerie, le passage du télégraphe au téléphone, du téléphone à Internet, le passage VHS, DVD, c'est des innovations disruptives. Ça veut dire qu'elles viennent rompre avec un passé. Par contre, l'innovation incrémentale, c'est des innovations graduelles. Ça veut dire qu'elles viennent pour garder le produit de base, mais pour l'améliorer. Si on parle de iPhone 6, 7, 10, X, etc., c'est de l'innovation incrémentale. Si on parle de la technologie, justement, i3, i5, i7 qui vient s'améliorer, c'est Intel. Donc là, c'est des microprocesseurs Intel. Là, c'est de l'innovation incrémentale. C'est-à-dire qu'elle vient améliorer un existant. Troisième catégorisation, l'innovation push et l'innovation pull. Quand je parle d'une innovation push, ça veut dire qu'on innove au niveau de nos usines, de notre entreprise, et on essaye de pousser sur un marché. L'innovation pull est la vision contraire. Cela veut dire qu'on va partir sur un marché, on va essayer d'étudier le marché, le besoin du marché, qu'est-ce qui ressort en termes de demande, et on va revenir à l'entreprise pour le développer et satisfaire ce besoin. On peut dire que l'innovation pull est la vision du marketing contemporain, parce que la définition même du marketing, c'est essayer de comprendre le besoin du client pour le développer. Et attention, un troisième élément est de rester rentable. Donc, c'est la vision du marketing qui s'inscrit dans l'innovation pull. Maintenant, l'innovation pull,
elle est très acceptée aujourd'hui. Comment pousser sur le marché des produits on ne connaît pas forcément, est-ce que les clients les demandent ou pas? Le push est surtout utilisé pour des produits technologiques. C'est-à-dire quand on a une technologie, le client ne la connaît pas forcément. Et donc, même si, quand bien même on sort dans un marché pour poser la question au client, il est incapable de vous dire, je voudrais une spécificité et pas une autre parce qu'il ne la connaît pas encore. Et donc, l'innovation push peut être très intéressante dans le domaine de la technologie et justement, ça répond à des besoins qu'on appelle des besoins latents parce que juste le client, il est confronté à la technologie, il l'aime, il l'adopte et il achète le produit. Il y a encore un autre secteur où l'innovation push, elle est intéressante. Je parle du secteur de luxe. Justement, quand vous voyez des fois des défilés de mode, et d'ailleurs j'en fais partie des personnes où vous vous dites, c'est pas possible. Qui va porter ces habits? C'est vraiment atypique, c'est vraiment des fois bizarre et c'est à des prix qui sont extravagants. Ben, vous vous rendez compte que dans ce secteur d'activité, on est plutôt dans le push parce que justement, on essaie de mettre en avant une marque ou la griffe d'un concepteur qui va être, et le produit va être acheté pour ce nom-là. Et donc, il va être acheté pour se différencier. Et donc, le client ne connaît pas forcément quel est l'habit qui va être lancé par tel designer ou tel créateur. Et là, le secteur du luxe s'apprête à de l'innovation push. Bien évidemment, quand je parle du secteur de luxe, il faut distinguer trois luxes. Je parle du luxe classique, c'est-à-dire le luxe qui est très cher. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le luxe contemporain. Aujourd'hui, des marques comme Calvin Klein, Coach, de nouvelles marques américaines sont des marques qui sont plutôt dans le luxe contemporain et qui peuvent s'apparenter à des produits ordinaires et de ce fait vont être dans l'innovation push. Une autre typologie de l'innovation très intéressante, c'est une innovation typologie qui nous vient de l'Inde. C'est ce qu'on appelle l'innovation frugale. Celui qui l'a lancé, c'est Navi Raju. Et Navi Raju a parlé de l'innovation frugale, qui est l'aptitude à créer plus de valeur économique et sociale en utilisant moins de ressources. Il ne s'agit pas de se contenter de peu, mais d'améliorer les choses. C'est quoi l'innovation frugale? Quand vous voyez même pour le projet marocain Enactus qui ont lancé un réfrigérateur en argile qui permet de préserver la nourriture pour les personnes qui n'ont pas d'électricité dans les patelins et les zones qui sont inaccessibles, il permet de préserver la nourriture à une bonne température grâce aux bienfaits de l'argile. Donc ça, c'est une innovation frugale. Moi, je pense que les Marocains aussi, on est des champions à faire des fois des choses en fait, avec l'existant ou avec les peu de choses dont nous disposons. Et donc, on essaie d'améliorer les choses en trouvant des innovations de dépannage en quelque sorte. Et donc ça, c'est l'innovation frugale qui a été développée par Navi Raju, qui dit que c'est une typologie d'innovation très intéressante, surtout pour les pays à faible moyen, où on arrive à faire le mieux avec le moins. Meryl Crawford a développé aussi d'autres types d'innovations qui sont intéressantes, puisqu'il y a quelques-uns que je n'ai pas cités avant. Donc, elle a parlé de l'innovation inventive. Là, c'est ce que j'ai dit, c'est l'innovation radicale qui constitue une première sur le marché et qui vient rompre avec un passé. Elle a parlé aussi de l'innovation adaptative. Et ça, c'est un modèle qui est assez intéressant que je n'ai pas cité avant. En fait, c'est quoi une innovation adaptative? C'est de l'immovaction. Immovaction, c'est un combiné entre imitation et innovation. Cela veut dire qu'on va prendre un produit, on va l'imiter en quelque sorte, mais imiter certaines caractéristiques qui sont intéressantes. Et les autres, on va être dans l'innovation. On peut dire que ça s'apparente à de l'innovation économique. Ça veut dire on voit un produit qui a d'excellents résultats qui est cher, on va essayer de le faire avec des moyens moins chers et qui va donner un prix qui est plus convenable. Je peux vous dire que toute l'industrie de Zara et Inditex était au départ basée sur l'innovation. Parce que tout simplement, Ortega,
qui était le fondateur de Zara, d'Inditex, d'ailleurs Ortega et sa femme, il était dans l'industrie de grande couture. Et son idée de départ, c'était de prendre des tissus qui étaient plus accessibles, mais avec la coupe qui était intéressante, la coupe de haute couture. Et donc, à la base, son business model, il est basé sur un business model adaptatif où il a essayé de faire le meilleur, mais à des prix plus accessibles. Il y a aussi l'innovation économique, c'est le fait de chercher des fournisseurs qui peuvent faire à des prix qui sont moindres. C'est-à-dire, je lance un produit, c'est pas en cherchant qu'est-ce que je peux amoindrir, mais en cherchant plutôt des fournisseurs qui sont plus accessibles. Et parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que les fournisseurs, des fois, sont des fournisseurs en Chine, en Asie, et qui peuvent être fournisseurs de plusieurs marques en même temps. Donc, je donne l'exemple de Foxconn, qui est fournisseur d'Apple sur plusieurs composantes et qui est fournisseur d'autres marques au niveau international. Et il y a l'innovation applicative. Donc, applicative, ça veut dire c'est une innovation qui utilise la technologie de façon différente. Et c'est le cas de Uber, où vous avez une plateforme qui met en contact un client, un fournisseur, tout simplement via la plateforme. Ou encore, j'ai donné l'exemple de Glovo qui met en contact un client, un fournisseur, toujours via une plateforme. Donc, c'est l'utilisation des nouvelles technologies. Et là, on a des startups qui sont très intéressantes. Je parle en France de Allo Expert, où justement vous pouvez être mis en contact avec des experts sur place, donc des experts implomberie pour chauffage d'eau, etc. Je parle aussi de plusieurs applications comme par exemple MyBat, qui est une application assez intéressante parce qu'elle permet d'avoir des magasins virtuels et donc c'est sous forme justement d'un marché qui est ouvert, qui a ses clients et qui permet de faire de la promotion qui soit collective. C'est très intéressant aussi dans le domaine de l'artisanat. Donc, une fois on a vu les typologies d'innovation, sachez aujourd'hui que ces typologies, elles sont en train de changer très, très vite. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intégration de la technologie dans ces typologies. Et je parle notamment de l'intelligence artificielle. Donc là, à votre gauche, vous avez une petite photo d'une usine de voitures où vous voyez que il y a des machines avec une précision qui est impeccable et qui sont en train de faire un montage sur une chaîne de voitures. Vous vous rendez compte qu'il y a très peu d'humains, peut-être l'humain, il est en backup justement pour travailler sur ces machines-là. Et là, ces voitures-là peuvent être complètement conçues grâce à des machines. Beaucoup d'entre vous, en voyant cette image, vont dire « Oups, c'est l'intelligence artificielle qui va remplacer les hommes ». Sachez que la même problématique a été posée dans le temps d'Henry Ford et il y avait Sismondi, en fait il y avait David Ricardo qui avait travaillé sur un concept qui était le chômage technologique. Et il a dit que avec la technologie, on va avoir du chômage qui est de plus en plus fort et qui prend de plus en plus d'ampleur. En fait, j'essaie aujourd'hui de faire l'analogie avec la situation actuelle et d'être plutôt optimiste pour dire que nous, les humains, de nature, on s'adapte. On s'adapte aux différentes situations. C'est ce qu'on appelle de l'homéostasie. Ça veut dire à chaque fois qu'on est dans un environnement différent, on développe des façons de faire, des comportements et même l'adaptation de notre corps à cet environnement qui est différent. Si dans le temps, on parlait de chômage technologique, par la suite, l'humain a commencé à avoir un travail qui a plus de valeur ajoutée, qui interpelle plus son intelligence, qui interpelle sa créativité. Je pense que l'humain, naturellement, va se développer vers de nouveaux métiers, peut-être qui n'existent même pas aujourd'hui. À votre droite, vous avez carrément un robot qui a réussi à avoir une nationalité qui est la nationalité saoudienne. Elle s'appelle Sophia. Elle assiste à des conférences à l'international. C'est un robot qui continue à apprendre grâce à l'intelligence artificielle et le but, c'est que Sophia, elle développe de l'émotion. Ça veut dire au fur et à mesure qu'elle assiste à des situations différentes, elle essaie exactement d'apprendre à travers ces situations et de développer une intelligence qui est propre à elle. Et donc ça, c'est le robot Sophia qui a été lancé à quelques exemplaires dans le monde et qui continue à se développer.
Là, l'intelligence artificielle, elle touche différents domaines. Donc là, c'est ce qu'on appelle le Japan Fever. Ça veut dire les Japonais qui sont toujours à la recherche des choses qui sont exotiques et atypiques. Donc vous avez l'équivalent de Sophia qui est dans l'accueil d'un hôtel. C'est un hôtel haut de gamme. Vous avez même un petit format de dinosaure. En fait, ils sont plutôt dans le côté ludique. Donc là, c'est une personne, c'est une intelligence artificielle. Donc c'est des robots tout simplement et qui permettent pour des activités à faible valeur ajoutée de l'homme, c'est-à-dire où il y a juste des réactions qui sont ordinaires, ils permettent de faire des travaux ou justement d'être des agents d'accueil. Vous avez juste en bas un petit robot sous forme de chiot. Ce chiot s'appelle Aibo. Il est vendu énormément au Japon. Il est vendu à peu près à 600 dollars. C'est un chien qui vous accompagne, qui n'a pas besoin de beaucoup d'entretien parce qu'il ne faut pas le nourrir, le faire sortir, etc. Et qui essaie de vous accompagner et même de faire des réactions qui sont ordinaires pour un chiot. Là, à droite, très intéressant, c'est d'avoir carrément un robot infirmier qui essaye d'apporter des soins à une personne âgée ou même quand il y a des médicaments à prendre ou des personnes proches à appeler ou carrément le médecin, il essaye de faire ce travail et d'accompagner à domicile des personnes âgées. Donc, nous pouvons imaginer à travers cette robotisation, à travers l'intelligence artificielle, beaucoup de déploiements de ces robots et beaucoup de déploiements qui peuvent être assez intéressants pour l'homme. Mais en fait, il faut bien dresser la distinction entre ce que ces robots peuvent faire, parce que finalement, jusqu'à maintenant, ils ne peuvent jamais remplacer l'homme, mais ils peuvent l'aider dans ses démarches. Donc, il faut tracer un trait entre ce qu'ils peuvent faire. Aujourd'hui même, par exemple, les robots qui sont lancés sur les call centers, c'est ce qu'on appelle des chatbots, qui peuvent répondre aux clients et répondre aux services qui sont élémentaires, et ce que justement n'est pas remplacé par l'humain, qui est tout ce qui est émotion, tout ce qui est intelligence émotionnelle. Donc, tout ce qui est adaptation aux situations, ça, c'est des choses qui sont propres à l'humain, à la création de Dieu. Là encore, un petit exemple de l'intelligence artificielle, ce sont des fermes, en fait, des fermes qui sont déjà en activité, qui arrivent à faire de la production de tout ce qui est aliment au niveau des usines. J'ai posé la question à un spécialiste pour lui dire, est-ce que finalement ce n'est pas très artificiel? On est en train de dire qu'il faut améliorer l'alimentation de l'homme et on est en train de faire des aliments dans des espaces qui sont fermés. Ben, figurez-vous que la réponse que j'ai eue, je ne suis pas une spécialiste, c'est qu'au contraire, quand il y a des espaces fermés, il y a moins d'insecticides, il y a une meilleure maîtrise justement de la production et ça permet de produire plus parce qu'on se dit en 2050, peut-être qu'on sera 10 milliards sur cette planète et donc il faut trouver des alternatives qui favorisent et la rapidité et la diversité. Sachez tout de même que jusqu'à présent, la seule chose qu'on n'arrive pas, toujours pas à produire dans ces usines-là, c'est les graines. En fait, les graines qui ont besoin du soleil qui est naturel et jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à produire des graines dans des usines semblables. Donc aujourd'hui, si vous remarquez, tout est en train de s'ubériser, tout est en train de devenir sous le format de nouveaux modèles, donc le e-learning, donc la formation en ligne. Et il est intéressant de dire que peut-être demain, le métier d'un professeur qui vient dans une classe, surtout avec tout ce qui s'est passé avec la pandémie, on se rend compte que le métier, il peut être à distance. Donc peut-être demain, l'école telle que nous la concevons aujourd'hui, elle existera, mais différemment. Et donc, c'est un métier qui est appelé à évoluer et très vite. Uber, peut-être que les taxis tels que nous les concevons n'existeront plus et que finalement Uber aura gain de cause dans tous les pays. Le paiement déjà aujourd'hui, le paiement par carte, il est très, très accepté. Demain, bien sûr, beaucoup de pays payent par leur téléphone. Demain, on imagine encore de nouvelles méthodes de paiement. Et donc, l'innovation fait en sorte qu'il y a une accélération de nouveaux business models, des services web qui sont avancés, du e-commerce, du e-learning, du e-transport, des e-hôtels à travers Airbnb, e-meeting, web conference. Donc, everything, ça veut dire tout est en train de se digitaliser, de s'ubériser, est en train de se transformer en nouveau business model.
Donc, le modèle Airbnb ou le modèle Uber est un modèle l'ubérisation. D'ailleurs, l'ubérisation qui est rentrée dans le dictionnaire français, ce n'est plus un terme pour désigner uniquement Uber, est un modèle person to person. On n'est plus dans le B2C, business to consumer, ou B2B, business to business. On est commencé par personne à personne. Donc, on a de plus en plus de plateformes virtuelles, AliExpress, Amazon, Google Play, et on a libérisation d'un modèle, c'est-à-dire si je sais ce dont vous avez besoin, je vais vous le fournir directement. Et donc la possession d'une voiture n'est pas devenue quelque chose de personnel, mais je peux l'utiliser pour quelqu'un d'autre, pour faire du travail, pour arrondir mes fins de mois. Donc aujourd'hui, dans certains pays comme la France, on ne peut plus imaginer le transport sans les Uber. Et il y a des modèles qu'on appelle des modèles freemium, free pour dire gratuit, et mium pour le passage justement au service qui est avec plus de propriété et plus cher. Notamment, par exemple, LinkedIn, où vous avez une version gratuite et dès lors que vous voulez l'améliorer, vous devez payer plus cher. Des logiciels en open source, notamment Zoho, par exemple, pour le CRM, où vous pouvez utiliser un certain nombre de personnes. Si vous voulez passer à la version supérieure, vous devez payer plus cher. Zoom, aujourd'hui, qui est devenu une très bonne start-up en licorne, vous pouvez l'utiliser gratuitement à hauteur de 30 personnes et ne pas dépasser 30 ou 40 minutes de réunion. Alors que si vous voulez avoir plus de personnes et l'utiliser de façon plus ouverte en termes de timing, vous devez payer une redevance. Et donc là, on a des business models en freemium qui sont en train de se développer. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a plus possibilité de revenir en arrière. La télévision est connectée, le mobile est intelligent, les produits se connectent, ils se font de plus en plus présents et indispensables. Donc, imaginez, vous sortez un jour sans votre téléphone, c'est quelque chose qui vous manque. Beaucoup de personnes sont mal à l'aise, donc c'est devenu indispensable. Et les réseaux sociaux font partie intégrante de notre mode de vie. Donc, le digital n'est plus la continuité du monde offline, mais le début d'une vraie convergence entre de l'offline et du online. Voilà, donc en mars de cette année, j'ai sorti un petit ouvrage sur le management de l'innovation, à la conception, à la production et au lancement. Cet ouvrage est sorti aux éditions L'Harmattan, où j'essaie vraiment de faire comment manager une innovation sur les 3 étapes. Deuxième des choses, je pense que c'est un facteur favorable qui m'a beaucoup, un facteur favorable qui m'a plu et que je me suis encouragée à le faire pendant la pandémie, c'est la création de ma chaîne YouTube sous le nom Neda Soudi, où justement c'est une chaîne où je donne des cours de façon continue sur l'innovation, l'entrepreneuriat, en fait même des fois des cours que je donne à l'ISCAE et j'essaye de dupliquer sur la chaîne. Je l'ai fait au départ pour mes étudiants et après je me suis dit ben pourquoi pas faire profiter tout le monde. Et donc voilà, c'est un appel qui est ouvert. Donc j'espère que je vous ai donné une idée ou un avant-propos par rapport à l'innovation dans sa globalité, comment aujourd'hui elle est en train de changer le monde, quels sont les fondamentaux et les typologies de l'innovation et justement comment essayer de s'intégrer dans cette innovation à travers ces business models qui sont nouveaux et qui nous amènent à réfléchir sur le développement des métiers, le développement de l'humain et de le développement économique en général. Je vous remercie. Je remercie Monsieur le Bagnossi pour l'occasion qu'il m'a donnée. Et d'ailleurs, c'est une occasion qui s'est présentée sur LinkedIn. Donc, je le remercie pour son volontariat et cette association qui est très intéressante et qui ouvre vers le savoir. Je vous remercie pour votre suivi et je vous dis à très bientôt, j'espère. Merci, Madame Melada. On vous remercie très, très bien pour l'excellente présentation. Le contenu, il était clair. Certes, comme vous le venez de préciser, ce n'est qu'un avant-goût de chapitre innovation. Le lien avec le management, avec la gestion des entreprises, il est tellement loin qu'on pourra l'évoquer dans de prochaines formations, Inch'Allah. Je vais juste, avant de pouvoir clôturer cette séance, passer la parole aux personnes qui sont avec nous, s'ils ont des questions. Je vais juste lire
un petit peu les Oui, commentaires. en fait, j'aimerais bien avoir des questions et donner davantage de détails sur ce séminaire. Donc, une question de Monsieur Othman Souhairi. La question est la suivante. Existe-t-il des outils pour introduire l'innovation au sein d'un business model ou bien une one best way pour innover? Très bien. Je vais prendre note des différentes questions, s'il vous plaît aussi, et je D'accord. réponds à toutes les questions en même temps. Donc, la première D'accord. question, c'est One best way to innovate. D'accord? Et Oui, les outils d'autres relatifs questions? à l'innovation. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une autre question du lien entre l'innovation et l'ingénierie en management. Mhm. Une troisième question sur l'impact de la mondialisation sur l'innovation, parce qu'on sait tous que l'information, il est partagée avec tout le monde. Chacun d'entre nous peut trouver tout ce qu'il veut sur les réseaux sociaux, sur Internet. Comment peut-on limiter l'innovation? Mhm. Je crois que c'est tout jusqu'à l'instant. Je crois qu'on pourra répondre à celle-là avant de continuer. Très bien. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il existe une meilleure manière d'innover? Je peux vous dire que, comme j'ai exposé dans la caricature, qu'il n'y a pas une manière modèle. Ça veut dire que chaque entreprise, chaque secteur d'activité, chaque personne innove à sa manière. Il y a des innovations qui donnent des succès, il y a malheureusement des innovations qui donnent des échecs et qui peuvent être fatalistes pour les entreprises. Maintenant, comme j'ai dit, l'innovation, elle est aussi recherchée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des outils qu'on peut utiliser pour chercher quelle est la meilleure innovation. Et on peut limiter l'impact. Ça veut dire, si je fais par exemple l'océan bleu, l'océan rouge, c'est quoi l'océan bleu, l'océan rouge? L'océan bleu, c'est un océan où il n'y a pas beaucoup de concurrents. Et l'océan rouge, où il y a une confrontation rouge qui est sanguinaire, ça fait appel à la couleur sanguinaire, où il y a une confrontation avec les concurrents. Et donc, l'océan bleu, c'est d'innover pour trouver un océan qui soit paisible. Et là, parmi les techniques qui sont utilisées, c'est trouver une valeur ajoutée, c'est un canevas stratégique, c'est une matrice. Et donc, il y a des étapes à suivre qui permettent de sortir avec un produit nouveau. Maintenant, une fois on a le produit nouveau, il est très, très intéressant de le faire tester. Et beaucoup d'entreprises, ils testent les innovations avant de les lancer à plus forte échelle. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre soit un échantillon de clients, c'est ce qu'on appelle des panels, et ils vont leur faire utiliser l'innovation pour voir qu'est-ce qu'ils ont aimé. D'accord? Ça donne moins de risques à un lancement qui n'est pas adapté. Donc là, il peut y avoir même des allers-retours pour améliorer le produit nouveau. Et donc, ça permet de s'adapter davantage aux clients. Et il y a carrément des entreprises aujourd'hui qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle l'innovation collaborative ou l'innovation ouverte. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui innovent en co-créant avec leurs propres clients. Je vais appeler mes clients, je vais leur demander qu'est-ce que je peux améliorer dans mon produit ou qu'est-ce que je peux lancer de nouveau qui puisse satisfaire votre besoin. Et donc, quand j'arrive à co-créer avec mon client, et c'est le cas de plusieurs entreprises, c'est-à-dire, je vous donne juste un exemple très simple. Lego, ils demandent sur Internet à leurs clients, c'est quoi le Lego qu'ils veulent voir dans le prochain lancement. Et celui qui est le plus voté est celui qui est produit. Et donc, quand vous co-créez avec votre client, qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, ce client-là, les idées qu'il a données, c'est un client qui va acheter et il va l'acheter pour les idées qu'il a données. C'est comme si l'entreprise, elle prenait entre parenthèses moins de risques parce qu'elle répond exactement à son besoin. Je vais clôturer avec un petit exemple très intéressant. Vous savez que le centre Microsoft en Inde, le centre d'innovation, il est intrigant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un centre où vous avez des chercheurs avec l'image typique que nous avons, qui ont des lunettes et qui sont là en train de chercher des innovations. Non, c'est des centres de vie où vous avez des personnes ordinaires qui sont en train d'utiliser des outils Microsoft et qui vous disent
On aimerait bien que cet outil soit comme ça et non pas comme ça. On aimerait bien que les couleurs soient plus conviviales. Et ces gens-là, c'est eux qui produisent des idées. Ils produisent ce qu'on appelle des pépinières d'idées. C'est le cas de PlayStation qui donne à des passionnés pour qu'ils utilisent la Play avant de lancer de nouvelles variantes. Et donc aujourd'hui, pour limiter les dégâts en quelque sorte, on essaie d'intégrer le client dans le processus d'innovation pour répondre toujours à son besoin. Maintenant, le lien entre l'innovation et l'ingénierie en management. En fait, si on prend l'ingénierie en management qui implique une prise de décision, ben, l'innovation reste une décision qui est majeure au sein de l'entreprise. La première des choses, est-ce qu'on innove ou on n'innove pas? Sur quoi on innove? Quel est le budget? Quel est le timing dont nous disposons? Si je suis une entreprise dans le secteur de la technologie, le timing est très court parce que si je n'innove pas, je risque d'être absorbé par un concurrent direct ou ma part de marché va être prise par un concurrent direct. Si je suis sur un secteur où l'environnement est plus ou moins stable, je peux me permettre des innovations long-termistes où justement je vais me permettre d'amortir mon innovation petit à petit. Et donc, c'est clair qu'entre l'ingénierie en management, il y a un lien avec l'innovation parce qu'il y a une prise de décision. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'innovation, elle peut être à petite échelle. Et là, je vais vous interpeller par rapport à la philosophie Kaizen, qui est l'innovation selon les Asiatiques ou les Japonais principalement. Kai, qui veut dire changement, et Zen, qui veut dire bon changement. En fait, selon la culture japonaise, l'innovation est une amélioration en continu. Et ce n'est pas forcément des améliorations majeures, c'est des améliorations mineures qui viennent s'agréger, c'est-à-dire entre une équipe, pour donner des innovations majeures. Et d'ailleurs, la philosophie du Kaizen, c'est quoi? Fais le mieux, rends le meilleur, améliore-le, même s'il n'est pas cassé. Parce que si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons pas concurrencer ceux qui le font. Excusez-moi, je vais reprendre cette phrase. Rends le mieux, fais le mieux, rends le meilleur. Ça veut dire, après avoir fait le mieux, tu rends encore mieux. Améliore-le, c'est-à-dire continue à l'améliorer, même s'il n'est pas cassé, même s'il est toujours valable. Parce que si tu ne continues pas à t'améliorer, tu ne pourras pas concurrencer ceux qui le font. Parce que pour eux, naturellement et de façon culturelle, ils s'inscrivent dans l'amélioration en continu. Et d'ailleurs, dans l'ingénierie de production, c'est là où on a le lean management, où on essaye de saucissonner le processus de bout en bout et de dire pour chaque maillon comment on peut améliorer les process, les procédures, la production, etc. Et donc, le lean management, il s'appuie sur des innovations qui sont de plus petites, mais agrégées, il donne des innovations qui sont majeures. L'impact de la mondialisation sur l'innovation. Moi, je dirais plutôt l'impact de l'innovation sur la mondialisation. Parce que comme je vous ai dit, aujourd'hui, le monde est devenu un petit village. En fait, tout est connecté, tout est au courant de tout. Les réseaux sociaux relayent les informations de façon tellement rapide. On n'est plus dans des mondes qui sont cloîtrés, on n'est plus dans des pays qui vivent dans l'autarcie. Et donc, forcément, nous, on utilise Airbnb. Les Marocains, majoritairement, ils sont connectés. Aujourd'hui, WhatsApp, elle est pratiquement chez tous les Marocains, même les personnes avec un faible niveau intellectuel. Pour eux, WhatsApp, c'est un must-have. Pourquoi? Parce que ça leur permet de donner des messages gratuitement, de façon vocale, de rester en contact, etc. Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la mondialisation, quand elle est là, elle ne touche pas le monde, elle touche le monde. Aujourd'hui, si nous, aujourd'hui, au Maroc, on utilise tous ces produits innovants, si on arrive à être sur nos smartphones, sur nos PC, sur YouTube, c'est parce que l'innovation est là. Et donc, quel est l'impact de la mondialisation sur l'innovation? La mondialisation va faire que les innovations vont se dupliquer, mais malheureusement avec une certaine polarisation. Si vous remarquez bien, vous allez voir que la majorité dans le tableau que je vous ai présenté des startups qui ont les fortes valorisations financières sont des startups chinoises ou américaines. Et d'ailleurs, très, très peu de startups européennes qui ne sont pas dans les top 20.
Une polarisation parce qu'on se rend compte que ceux qui détiennent l'innovation ou détiennent le savoir, ils commencent à avoir une forte valorisation versus ceux qui n'en ont pas. Je rêve qu'au Maroc, on ait des entrepreneurs qui arrivent à lever des fonds à l'international. Et d'ailleurs, la première licorne marocaine, c'était la semaine dernière, avec une application qui permet, en fait, dans le système de santé, on a dit que c'est la première licorne marocaine. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, nous sommes dans un pays, malheureusement, qui n'a pas beaucoup de moyens. Et donc, le fait de développer des startups qui nécessitent peu de revenus ou peu de moyens au départ et qui utilisent le digital qui est accessible à tout le monde de la même manière, va faire que notre pays se développe et arrive à avoir des valorisations sur des produits qui sont assez intéressants et qui commencent à dépasser même le secteur industriel. Et donc, il faut trouver des alternatives marocaines qui puissent nous permettre à terme d'avoir nos propres licornes. Sinon, on aura les licornes qui viendront de l'extérieur et qui vont justement prendre beaucoup du chiffre d'affaires des entreprises marocaines. Et d'ailleurs, c'était le cas en Europe. Et la France, elle a instauré la taxe GAFA parce qu'elle s'est rendue compte que les GAFA étaient un manque à gagner énorme pour les entreprises locales et elle a essayé de compenser à travers la taxe. Nous sommes aussi en train de voir l'intégration de cette taxe puisque généralement, nous suivons le modèle français et donc cela nous interpelle parce que justement, la mondialisation, elle a un impact sur l'innovation. C'est très clair. Je rejoins juste un commentaire de Madame ou Mademoiselle Hajar Lassiri, qui vous remercie d'abord sur le contenu de la présentation et vous demande à quel point l'adoption d'un processus d'innovation continue au sein d'une entreprise est-il influencé par le bien-être de ses salariés. Vous avez tellement expliqué que les entreprises modèles, les licornes, c'est des Chinois, c'est des Américains, peu d'Européens. Qu'est-ce qui marche chez eux et comment on peut le conditionner avec les conditions de travail? Très bien. Donc déjà, si on parle de bien-être de salariés et de motivation, c'est très intéressant d'interpeller les concepts dans les relations humaines. Donc le premier qui a parlé de besoins de l'employé, c'est bien sûr Maslow. Et donc Maslow, il a fait la pyramide de Maslow. Donc la pyramide de Maslow, où vous avez 5 besoins. Vous avez les besoins physiologiques qui sont basiques. Vous avez les besoins de sécurité qui viennent juste après, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et les besoins d'accomplissement. Il y avait un fameux théoricien qui est venu juste après pour dire que les 2 premiers besoins qui sont les besoins physiologiques et les besoins de sécurité, c'est ce qu'on appelle des besoins d'hygiène. Ça veut dire que si ces besoins ne sont pas là, la personne ne peut pas être motivée. Les besoins qui sont en haut, c'est-à-dire les besoins de sécurité, d'estime et d'accomplissement, c'est ce qu'il a appelé les besoins de motivation. Premièrement, je ne peux pas motiver quelqu'un qui ne rentre pas dans ses besoins d'hygiène. Je vous donne clairement un exemple. Imaginons, vous demandez à 2 profils de travailler sur un projet et de leur dire, et vous leur dites, vous aurez une reconnaissance à la fin. Un profil qui ne rentre pas dans ses besoins d'hygiène, c'est-à-dire il a un petit salaire ou il a un salaire qui n'est pas suffisant vu ses conditions familiales et qui le 20 du mois, il est étouffé. Et un autre qui est un manager financièrement, il arrive à gérer son boulot. Ils travaillent tous les 2 sur le projet. Vous dites au premier, superbe, félicitations, vous avez donné d'excellents résultats, je vais vous remettre un diplôme. Celui qui ne rentre pas dans ses besoins d'hygiène, qu'est-ce qu'il va vous dire? C'est très beau un diplôme, mais quand vous m'avez dit que vous allez me rétribuer, j'aurais préféré avoir un petit chèque ou une reconnaissance qui soit financière. Le deuxième, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire merci beaucoup, il va être tellement fier, il va vous dire ce diplôme est plus important pour moi que de l'argent. Et il va même le coller dans son bureau et le montrer à ses enfants, à sa famille, etc. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? C'est que le premier, vous ne pouvez pas le motiver parce que vous avez transgressé ses besoins d'hygiène. Le deuxième, vous pouvez le motiver.
Et donc, pour répondre à la dame, la première des choses, c'est qu'il faut avoir un employé qui est motivé. Parce que tu ne peux pas lui demander de la créativité ou s'inscrire dans un processus créatif alors qu'il n'y a pas les besoins primaires qui sont assouvis. La deuxième des choses, et là j'interpelle un autre auteur qui s'appelle McGregor. Il a dit, il y a des gens, il a parlé de la théorie X et la théorie Y. Il a dit qu'il y a des gens qui, naturellement, ils sont X. C'est comme si on va fermer nos mains. X sont des gens qui n'aiment pas travailler. Ils éprouvent de l'aversion au travail. C'est-à-dire, quand vous leur dites, vous devez travailler, vraiment, ils ont beaucoup de difficultés à aimer le travail. Et il a dit des gens Y, comme ils sont contents, c'est des gens qui naturellement travaillent. C'est-à-dire, même si vous ne leur demandez pas, ils vont se lever, ils vont essayer de trouver des choses et ils vont travailler. Il a dit que ce n'est pas parce qu'il est X qui va donner moins de résultats que Y. Le X peut donner de très bons résultats s'il est bien coaché, s'il est bien accompagné. Et là, j'interpelle la deuxième condition, c'est qu'il doit y avoir un management qui puisse donner envie de s'inscrire dans l'innovation. Donc, pour les personnes X, c'est des personnes qui cherchent un management qui soit coach. Pour les personnes Y qui aiment travailler, ils ne cherchent pas le coach parce qu'ils ne cherchent pas à être contrôlés et suivis dans tout le projet. Ils cherchent de l'autonomie et de la responsabilisation. Et donc, premier point, c'est la motivation qui est en haut de la pyramide. Deuxième point, c'est le management. Et troisième point, c'est les conditions de travail. Et là, j'interpelle un auteur qui est très intéressant, qui est Elton Mayo, qui avait fait énormément d'expériences cliniques dans General Electric. Et il s'est rendu compte que plus on améliorait les conditions de travail, c'est-à-dire la lumière, la disposition, le climat au sein du travail, plus les gens étaient performants. Et donc, la performance économique était liée aux conditions de travail. Et donc, pour moi, il faut être assez motivé, il faut être coaché, être dans une équipe où on se sent valorisé et bien coaché et être dans des conditions de travail qui soient optimales. C'est les conditions pour que les personnes soient innovantes et soient dans cet esprit de l'innovation. Il y a M. Lusako Cliff de la République du Congo qui se demande comment susciter l'innovation, toujours dans le contexte, comment susciter l'innovation dans un pays où le conformisme de chacun est suffisamment assis. Oui, je suis d'accord avec vous. Nous sommes, je pense, mais c'est pas uniquement votre pays, c'est aussi le nôtre et aussi pratiquement beaucoup de pays en Afrique où on rentre dès le départ dans des cadres. C'est comme si on était, on est pour rentrer dans des cadres. Ceux qui sortent des cadres, ils sont considérés comme des personnes qui sont bizarres. Et d'ailleurs, même au niveau des écoles, on a plutôt un système où on doit suivre exactement ce qui nous a été demandé. Et là, quand on rentre dans ce conformisme ambiant, bien évidemment, on se rend compte que par rapport à d'autres systèmes, comme le système, par exemple, école à l'américaine, on se rend compte que dans d'autres systèmes, ils sont plus ouverts à l'innovation parce que durant leur formation, ils ont eu cet esprit de créativité, de remettre en cause les choses et de penser à comment faire les choses autrement. Maintenant, à la bonne nouvelle, je pense que la formation, elle est accessible à tout le monde. Si aujourd'hui on prend le digital n'est pas uniquement pour suivre les gens sur Instagram ou être sur Facebook pour voir qu'est-ce qu'ils font de leur journée, etc. Parce que ça, oui, ça permet d'avoir une certaine évasion durant la journée. Mais il y a aussi des points qui sont très intéressants. Vous savez que si vous voulez vous former sur un domaine, il suffit de le taper sur Google ou sur YouTube et vous avez des millions de fichiers, de domaines, de vidéos, d'informations, de vidéos qui sont accessibles. Ça veut dire que combien même on n'a pas reçu forcément dans notre parcours scolaire des choses qui peuvent nous ouvrir les esprits, mais aujourd'hui, il y a tellement de formations en ligne. On parle de long life training, ça veut dire la formation à vie. Et ça, je pense que c'est très intéressant d'en profiter et d'essayer de voir comment les gens réfléchissent. Qu'est-ce qui a été lancé ailleurs? Est-ce qu'il peut être lancé au niveau de notre pays? Est-ce qu'il peut être adapté et être dans l'innovation qui soit applicative ou économique? Donc, c'est très intéressant
justement de lire, de continuer à se former, peut-être même des livres qui sont des références et d'essayer toujours de s'améliorer parce que c'est une amélioration d'abord personnelle. Pour avoir cet esprit d'innover, c'est que vous arrivez à atteindre un niveau où vous vous dites comment je peux faire pour faire mieux. Et ça n'a rien à voir avec le niveau intellectuel. Parce que je peux avoir des gens qui ont des diplômes, je ne sais quoi, et qui n'arrivent pas à créer. Je peux avoir un petit flah ou un petit artisan, un petit agriculteur ou un petit artisan qui a toujours cet esprit éveillé et qui est dans l'innovation frugale et qui arrive à concevoir des petites choses pour améliorer sa vie. Et donc, ça n'a rien à voir avec le niveau intellectuel, c'est ouvert. Les formations aujourd'hui sont accessibles, autant profiter du côté positif justement de la mondialisation et du digital. On vous remercie vraiment pour les réponses. Une avant-dernière question concernant le design thinking et l'innovation. Qu'est-ce qu'on a comme relation? Le design thinking est parmi les modèles utilisés dans l'innovation. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui est sous forme d'un projet. C'est depuis l'idée jusqu'à sa conception, jusqu'à discuter de l'idée dans des groupes de recherche et sortir avec un produit qui est nouveau. Et donc, on essaie à travers le design, à travers la conception, de pousser les esprits vers des horizons qui soient créatifs, de nous donner une autre manière de faire ou une meilleure manière de faire pour améliorer une situation existante. Et donc, le design thinking, c'est parmi les modèles qui peuvent être utilisés pour sortir avec un projet innovant. Et d'ailleurs, même le design thinking, c'est pas forcément que le design d'un produit. C'est pas ça. C'est en fait changer peut-être le processus, la manière de faire, les couleurs, avoir un horizon large de possibilités qui soient exploitables et lancées sur un marché. Maintenant, le design thinking, il peut donner lieu à des inventions et des innovations. C'est quoi la différence entre l'invention et l'innovation? L'invention est une innovation l'innovation est une invention qui a trouvé un marché. Je m'explique. C'est-à-dire que vous pouvez inventer beaucoup de choses, avoir beaucoup d'idées, mais ce que vous lancez réellement sur un marché et qui trouve preneur, c'est ce qu'on appelle l'innovation. Et donc, la pépinière d'idées qui va être là, ce sont des inventions. Je vous donne un exemple. À l'FST Stats, il y a eu un groupe d'élèves qui ont lancé justement un petit avion qui marchait à la lumière du soleil, en fait, qui pouvait voler à la lumière du soleil. Ça, c'est une invention. Mais du moment qu'elle n'a pas été exploitée, qu'elle n'a pas été lancée, ça reste au stade de l'invention. Ce n'est pas une innovation. Et donc, le fait d'avoir une pépinière d'idées grâce à un processus qui est un processus de design thinking, depuis brainstorming ou trouver des idées ensemble, essayer de trouver l'invention la plus intéressante à tester, à faire en prototype et la déployer, ce sont les étapes justement de gestion de projet d'innovation. Je crois qu'on a fait le tour. On tient à vous remercier énormément pour l'information partagée. Le sujet, il est tellement vaste, on ne pourra pas le cerner durant cette séance. Si vous avez, pour les participants, si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On essaiera de vous répondre dès que possible, Inch'Allah. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et on vous donne rendez-vous pour une prochaine formation. On tient aussi à remercier Madame Nada pour l'intervention. Et je vous laisse avec plaisir. Je vous laisse clôturer l'événement et on se dit à la prochaine. Très bien. En fait, je clôture l'événement avec un appel qui est positif, un appel à l'optimisme des jeunes pour qu'ils puissent profiter justement de cette chance qui est l'accès à l'information, l'accès aux différentes choses qui se passent dans le monde et qu'ils puissent oser lancer leur propre projet. Parce que ce qui est intriguant au Maroc, vous savez qu'entre la proportion des gens qui souhaitent lancer un produit, des jeunes qui est de 30%, et ceux qui le lancent vraiment, qui est de 1,7% sur le Global Entrepreneurship Monitor, c'est qu'on a une culture qui n'accepte pas l'échec.
C'est-à-dire les jeunes, ils ne veulent pas se lancer en entreprise parce qu'ils ont peur d'échouer. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'avec le digital, on prend moins de risques. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément un magasin qu'on va aménager et qu'on va créer et qui va nous coûter beaucoup d'argent au départ. Et donc, je les encourage à trouver des projets où ils vont commencer petits, surtout à travers le digital, et qu'ils puissent se développer pour que demain, ils puissent créer, pourquoi pas, une licorne, tout en sachant que le contexte actuel est un contexte où le salariat, il est de plus en plus difficile d'accès. Et donc, créer son entreprise et peut-être même faire travailler avec lui beaucoup de familles et beaucoup de personnes, moi, je trouve que c'est un projet très ambitieux pour les jeunes et j'espère qu'au Maroc et d'ailleurs partout et dans les pays voisins africains, qu'ils puissent demain trouver des projets qui soient porteurs, intéressants et motivants pour tout le monde. Voilà, je vous remercie. Euh, je reste à votre disposition si vous avez des questions et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci et à très bientôt. À très bientôt.